E aí, tudo bem? Tá no ar um novo episódio do Eurocomics, o canal do YouTube dedicado ao quadrinho europeu. E hoje a gente traz o resgate da série Le Franc, personagem de estilo linha clara que foi criado em 1952 pelo saudoso Jacques Martin, um ilustre ex-assistente dos estúdios Hergé, também criador de Alix. O álbum tem desenhos de Regric e roteiro de Roger Seiter. E nesta aventura, o jornalista Lefranc está de férias na Alsácia, na França, com seu amigo Jean-Jean, onde conhecem a jovem sul-africana Eline van Dijk, neta de Gert van Dijk, que é dono de um parque na África do Sul que promove safaris particulares para que turistas possam tirar fotos de animais na natureza. Tudo começa a ficar estranho quando muitos bichos começam a ser misteriosamente abatidos, afugentando assim os turistas da área. Após o sequestro de Eline em Strasbourg, Lefranc parte para a África do Sul, dominada pelo sistema racista do apartheid, para tentar descobrir o paradeiro de Eline e encontrar quem poderia ser responsável pela cruel matança de animais no Parque Van Dijk. Estariam os dois casos relacionados? E agora que você já conhece aí essa trama de O Resgate, a gente vai bater um papo com o seu desenhista, o Regric, mas antes a gente vai exibir o trecho de uma participação dele em um outro episódio do Eurocomics, em que ele conta como conheceu Jacques Martin. Bien, bonjour PH, et merci pour ton invitation. Oui, en fait, en 2003, j'ai pris contact avec Jacques Martin en lui proposant ma collaboration. Et j'ai eu la réponse, la très belle surprise de recevoir une longue lettre de lui m'expliquant le concept des voyages de Lefranc. Il était question de raconter l'histoire de l'aviation et aussi l'histoire de l'automobile dans un premier temps. Donc j'ai fait un test et ça s'est bien passé, il a été convaincu et on a pu commencer à travailler ensemble. Et voilà. Et donc, au niveau du style, c'était vraiment, enfin, travailler avec Jacques Martin, pour moi, c'était presque une évidence, puisque j'ai toujours travaillé dans ce style de dessin dit école de Bruxelles. Et effectivement, mes auteurs favoris sont donc Hergé, Jacques Martin, Bob Demore, Jacobs. Ce sont ces auteurs-là qui m'ont principalement influencé, principalement donc Martin et Bob Demore. Et c'est vrai qu'ils ont eu une grosse influence sur moi dans la mesure où j'ai vraiment appris le dessin en regardant leur travail. Voilà, donc c'est vrai que me retrouver sur Lefranc, ça n'a pas été si compliqué pour moi, parce que j'étais vraiment complètement investi et familiarisé avec ce style de dessin. Então é isso, agora a gente vai exibir a nossa mais recente entrevista com o Regric. Bonjour Regric, c'est un plaisir de vous accueillir ici sur Eurocomics. Merci de nous avoir accordé cette belle interview. Merci à toi de nous accorder autant d'attention pour défendre ce style de bande dessinée. En parlant du scénario, une histoire qui s'y déroule en Alsace, en Afrique du Sud et à New York nécessite beaucoup de recherche en termes de documentation, n'est-ce pas? Oui. De toute façon, toutes les histoires de Lefranc me demandent toujours beaucoup de documentation. Et là, sur cet album-là en particulier, donc trois continents, et trois recherches intenses sur New York, sur l'Alsace et puis sur l'Afrique du Sud. Alors, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Alsace, mais pas à New York et pas en Afrique du Sud. Donc là, c'est grâce à Internet que j'ai trouvé toute la documentation, les photos. Sur l'Afrique du Sud de l'époque concernée, ça n'a pas été facile parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais pour le reste, bah oui, les architectures de New York, les townships de Pretoria, etc. Et puis bon, alors l'Alsace, par contre, là, j'ai eu la chance d'y aller et de visiter la cathédrale de Strasbourg, d'aller au château du Haut-Königsbourg plusieurs fois avec mon ami Roger Seiter, et puis de voir la région. Donc là, c'était plus facile
d'avoir de la documentation et de me rappeler les images que j'avais vues lors de mes visites. Mais effectivement, les histoires de Lefranc demandent toujours beaucoup, beaucoup de documentation. J'imagine, mais c'était superbe. Ouais, j'espère que voilà, quand on lit, on a le sentiment d'être dans l'endroit. Oui, oui, félicitations, félicitations. Donc, Rick, parlons maintenant de la couverture, de cette superbe couverture de l'album qui ferait théoriquement référence à Rick Dalton, un personnage joué par Leonardo DiCaprio dans le film Il était une fois à Hollywood. Était-ce votre idée ou s'agit-il juste d'une incroyable coïncidence? Oui, mais parce que j'ai utilisé la photo de Leonardo DiCaprio pour faire mon croquis. Et il se trouve que quand j'étais en plein travail sur cette couverture, je devais donc dessiner un jeune gars dynamique en train de sauter par-dessus donc un mur, comme on voit sur ce dessin. Et je me suis dit, bon, je vais aller chercher une photo sur Internet pour trouver voilà, l'attitude, le mouvement idéal qui irait bien pour mon dessin. Et je tombe sur la photo de Leonardo DiCaprio en train de sauter par-dessus un pick-up qui saute d'une voiture et avec une carabine à la main. Je dis, c'est idéal, c'est la photo parfaite pour moi. Et donc, j'ai décidé de l'utiliser pour la couverture de Lefranc. Et que quelques personnes, dont des journalistes, ont cru trouver quelque chose de caché, une allusion cachée au film de Quentin Tarantino, alors qu'en fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de complot, c'est juste que voilà, j'ai utilisé cette photo pour faire mon dessin, comme si j'avais fait le croquis de quelqu'un qui fait le mouvement devant moi et je refais le dessin comme ça, d'après nature. Donc voilà, j'ai utilisé cette photo et voilà tout. Mais ça n'est pas un clin d'œil particulier à Quentin Tarantino ou à son film, que j'ai d'ailleurs vu et beaucoup apprécié. Eh oui, donc c'est évident, c'est pas un grand secret. Non, non, pas du tout. Non, non. Mais d'autres grands auteurs l'ont fait bien avant moi, comme par exemple Jean Giraud Moebius, qui a utilisé souvent des photos de films de western pour faire ses couvertures de Blueberry. Et puis, pratiquement tous les dessinateurs utilisent des photos, surtout quand on travaille dans le style réaliste et qu'on a besoin d'avoir les plis des vêtements, des chemises, des pantalons, de voir comment tout ça bouge dans le vent, dans le mouvement. Et donc, on utilise énormément de photos. Donc voilà, ça n'est absolument pas un secret, c'est tout à fait voulu et assumé. Oui, oui, c'est fantastique, merci. Oui, oui. Et que pouvez-vous dire concernant le fait de ramener les Francs en Alsace, berceau de la grande menace, première aventure du personnage, aux côtés de son jeune ami Jean-Jean, encore assez adolescent, dans une aventure plus nostalgique dans laquelle le Franc n'est pas impliqué dans un complot à l'échelle mondiale et dans laquelle nous n'avons pas non plus la présence du méchant Axel Borg. En fait, toute cette première partie de l'album qui se déroule en Alsace, c'est clairement un hommage à donc, La Grande Menace, le premier album fondateur de la série. C'est vrai que cette première partie, en fait, est synonyme de vacances pour Lefranc, puisqu'il y vient pour les fêtes de Noël. Mais bien, très vite, les ennuis vont le rattraper, comme toujours. Donc l'Alsace, dans cette histoire, est vraiment synonyme de vacances et de plaisir, de faire du sport, voilà, de faire du ski, etc. Donc c'était vraiment quelque chose que l'on voulait faire avec Roger, d'autant plus que donc Roger Seiter, le scénariste, habite dans cette région qu'il aime beaucoup, et c'est aussi la région de naissance de Jacques Martin. Donc voilà, ça faisait beaucoup de raisons valables pour ramener le personnage dans ce coin de France. Bon, le Franc, non seulement y est passé pour La Grande Menace, mais il y est repassé dans l'album L'arme absolue. Donc voilà, c'est sa région de prédilection, c'est sa région favorite. Et comment s'est passée l'expérience pour vous de dessiner une BD qui aborde la question du racisme et de l'apartheid qui s'est produit en Afrique du Sud?
Ça, c'est vraiment un choix de Roger Seiter qui a amené cette idée. C'est complètement nouveau dans la série déjà, et ça amène un ton assez sérieux, enfin très sérieux même, voire assez dramatique, terrible, sur cette deuxième partie du XXe siècle. Et c'est vraiment inédit, je crois, dans la bande dessinée d'avoir ce genre de période de traité voilà, dans un album comme ça tout public. Ça, je trouve ça vraiment, je trouve vraiment que c'est une excellente idée de la part de Roger d'avoir traité ça. Et ça amène le héros Lefranc à venir en Afrique du Sud où il y a très peu eu d'histoire et il y a très peu de personnages de bande dessinée qui sont allés chercher l'aventure dans ce pays et surtout à cette époque. Donc vraiment, ça amène vraiment une idée tout à fait nouvelle dans la collection Lefranc et puis une histoire vraiment jamais vue auparavant. Et là aussi, ça a demandé de la documentation pour savoir un petit peu voilà, quelles étaient les associations, les groupes politiques, etc., qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et on a fait en sorte d'expliquer ça le plus clairement possible dans l'album, parce que c'était quand même assez complexe. Hein. Je crois que ça éclaire le grand public sur une période de l'histoire qu'on connaît très très peu en définitive. Merci. Et comment se déroule votre collaboration avec le scénariste Roger Seiter? Accepte-t-il vos remarques? Oui. Alors déjà, on discute énormément par mail ou par téléphone aussi, des idées qui vont orienter le prochain album. On discute beaucoup en amont, avant de commencer le moindre dessin ou lui le moindre texte. Quelquefois, je lui fais des petites suggestions d'idées. On pourrait emmener Lefranc à tel endroit, il pourrait faire telle chose. Voilà. Bon, ensuite, il en fait ce qu'il veut. Et puis ensuite, il écrit un petit texte, une idée, hein, en quelques lignes. On en rediscute à nouveau. Ensuite, c'est soumis bien sûr à Casterman qui prend la décision, qui dit OK, on le fait ou non, on veut une autre idée. Et dans le cas où l'idée est validée, alors là, Roger part dans l'écriture du scénario complet avec les pages de dialogue, etc. Et il me les envoie page par page. Et voilà, donc je lis tout ça attentivement et je fais quelquefois quelques petites remarques. Je teste un peu sa logique pour voir s'il a pensé à tout. Généralement, il pense à tout. Et voilà. Donc, il développe toute son intrigue. Et une fois qu'il a terminé, je commence les pages de dessin. Et même quand j'ai commencé les pages de dessin, je continue de lui poser des questions sur quelquefois simplement un texte, une ligne de dialogue. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'écrire plutôt comme ça, changer un terme qui ne me paraît pas très clair, etc. Donc, voilà, on continue d'ajuster et de préciser bien les choses tant au niveau du découpage et de la mise en scène qu'au niveau de l'écriture des dialogues. Voilà, donc tout ça évolue jusqu'au moment où j'écris tout, où je mets tout sur la planche. Là, les choses sont un peu fixées d'une manière définitive. On se voit assez peu, puisque lui habite en Alsace, et moi j'habite en Espagne. Donc voilà, on ne se voit pas tous les 2 jours, mais on est très très en contact quand même. Et donc ça se passe très très bien. En plus, Roger est quelqu'un qui accepte la discussion et la critique positive, constructive. Donc, je peux discuter avec lui et vraiment, on fait du bon travail ensemble. C'est superbe. Êtes-vous satisfait du fait que La Rançon figure parmi les bandes dessinées les plus vendues en France? Oui, bien sûr. Roger et moi sommes ravis de ce résultat, de cette performance. On est toujours un peu surpris. Hein, on se dit pourquoi cet album-là plutôt qu'un autre, mais effectivement, il a un gros succès. On est vraiment très 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 content, quoi. On a du mal à l'expliquer, mais beaucoup de lecteurs sont vraiment ravis de retrouver leur héros au moins une fois par an. Et celui-ci particulièrement, je ne sais pas si c'est à cause de la couverture justement dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, il attire particulièrement l'œil et il marche très bien. Voilà, on est très content. Dans certains moments de l'histoire, le personnage de Geert van Dijk ressemble-t-il à Jacques Martin dans ces dernières années? Était-ce un hommage en fait ou une pure coïncidence? Mais en fait, je n'y ai pas pensé consciemment. On me l'a fait remarquer, mais je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment pensé, mais c'est possible que inconsciemment, j'ai pensé à lui pour le profil, les cheveux. C'est possible, mais pas consciemment en tout cas. Mais peut-être.
Et voici donc la rançon des tomes 31 des aventures d'éléphant, un album incroyable qui contient un petit changement. Sur la quatrième des couvertures de la BD, nous n'avons plus la liste des aventures d'éléphant qui a été transférée à la fin du livre. Voilà. Voici la liste, étant remplacée par les résumés de l'histoire. C'est très bon, hein? Était-ce votre idée? Non, c'est pas mon idée, mais je trouve que c'est une bonne idée parce que il y avait tellement de titres à faire, à mettre, que ce soit les aventures de Lefranc ou les aventures des autres personnages de Jacques Martin, que le cadre devenait de plus en plus énorme dans le dessin et finalement cachait tout le dessin, ce qui n'était pas très très joli. Donc je pense que Casterman a pris une bonne décision en faisant ce petit changement révolutionnaire dans la collection. Et je trouve que esthétiquement, c'est plus joli comme ça, effectivement. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Et pouvez-vous nous parler de votre prochain Lefranc? Alors, je viens de commencer. C'est un album qui est prévu pour 2022, donc c'est loin encore, hein, puisque l'année prochaine sortira un album dessiné par l'autre équipe. Donc, celui pour 2022 est donc un petit peu commencé. J'ai ici une première page. Donc, vous travaillez à l'ancienne. Oui, entièrement à l'ancienne. Papier, crayon, encre de Chine. Voilà. Donc, oui, c'est superbe. Merci beaucoup de me montrer cette planche-là, cette superbe planche. Voilà, et à la fin arrive un avion mystérieux. Oh mon Dieu! Qui va être le cœur de l'histoire, en fait. Hein. Et donc, c'est en route. Roger a travaillé d'après un synopsis de Jacques Martin lui-même. Jacques Martin a laissé quelques idées comme ça, et celle-ci était vraiment une des meilleures. Donc, Casterman a décidé de la faire développer par Roger Seiter. Ce qu'avait laissé Jacques Martin était un résumé en quelques lignes. Il fallait donc développer pour en faire une véritable histoire de 46 pages. Donc, Roger Seiter a développé toute une intrigue et c'est vraiment très, très bien. Et on va vraiment retrouver en plus l'esprit de Jacques Martin dans cette histoire. Donc voilà, son esprit reste là et réapparaît assez fortement dans ce nouveau scénario. Et donc cet album sortira en 2022 qui sera l'année des 70 ans de la série. Donc voilà, c'était une belle idée pour l'anniversaire du personnage d'avoir un scénario imaginé par le créateur de la série, qui n'est plus là maintenant depuis 10 ans. Et donc, voilà, c'est en route, c'est commencé. Bon, il faudra encore beaucoup de temps pour terminer tout ça, mais voilà, c'est en route. Et je peux montrer aussi une planche au crayon, tout en crayonné. Voilà. Donc, voilà. OK, voilà. Donc, toute une planche au crayon encore. Je vais la passer à l'encre bientôt. Donc, effectivement, ma méthode est celle de la méthode traditionnelle de Jacques Martin, entre autres, mais de plein d'autres auteurs encore hein, qui le font comme ça, c'est-à-dire crayon, encre et ensuite coloriage, maintenant coloriage à l'ordinateur. Voilà. Donc, tout ça et 46 pages comme ça à faire. Voilà. Donc, beaucoup de travail. Eh bien, merci encore une fois, Eric, de nous avoir accordé cette superbe interview. J'espère vous voir plus souvent ici sur Eurocomics. Mais ce sera toujours avec grand plaisir. Merci à toi. Et merci pour l'envoi de l'album. Merci pour tout. De rien, c'est un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.